Merci de m'accueillir. La thématique de ce soir, de l'énergie, elle est souvent assez complexe. Elle est quantitative, elle est chiffrée, etc. Et ce que je vais vous présenter là, vous le verrez, il y a un certain nombre de graphiques. Ça peut être un tout petit peu technique à un moment donné. Je ne voudrais pas trop rentrer dans la technique pour vous assommer. Donc, ce que je vais vous présenter, vous pourrez le recevoir ensuite sous forme d'un PDF. Je voudrais simplement essayer de recentrer un peu sur les quelques fondamentaux en indiquant d'abord qui on est. On est à Negawatt, un groupe qui s'est constitué dans les années 2000, en 2000, 2001, et à partir de professionnels de l'énergie, des gens qui étaient dans des bureaux d'études, des gens qui travaillaient sur les renouvelables, qui travaillaient sur l'efficacité énergétique, qui faisaient beaucoup de mesures, qui sont des professionnels de terrain, en quelque sorte, plutôt ingénieurs, mais maintenant d'autres spécialités nous ont rejoints, des architectes, des urbanistes, etc. Et on s'est dit, dans nos pratiques, on voit bien, notamment en matière de maîtrise de l'énergie, ce qu'on appelait la maîtrise de l'énergie, on voit bien qu'on a un champ absolument énorme de possibilités, et puis on voyait aussi les renouvelables émerger. Et les scénarios qui étaient bâtis à l'époque ne nous convenaient pas. On se disait, il y a quelque part quelque chose qui est à imaginer, à créer, et on s'est mis sur une quinzaine autour de la table, et puis le soir, à la veillée, après nos travaux professionnels, en quelque sorte, tout le monde en activité professionnelle, à concevoir un scénario. C'était en 2003, un premier scénario qui est passé en 2003, très très inaperçu. Ensuite, après, on a refait un autre un peu plus important en 2006. Et puis, tout d'un coup, est arrivé à un moment donné, en 2011, Fukushima. Et là, tout d'un coup, est-ce que quelque part, il y a des scénarios qui existent qui permettraient de se passer du nucléaire, qui permettraient d'être dans les renouvelables, etc. Et on a construit, à ce moment-là, on avait déjà démarré, un scénario plus ambitieux encore, celui de fin 2011, qui a été présenté fin 2011, réactualisé ensuite à l'occasion du débat sur la transition énergétique. Et on est en train de reprendre de nouveau notre travail pour le réactualiser sur un nouveau scénario qui devrait sortir fin 2016 au début de 2017. Alors, le point de départ, si vous voulez, pour nous, c'est ça. Ici, c'est une vue, ça ne pouvait être qu'aux États-Unis, si vous voulez. Vous avez quelques malabars qui sont en train de monter pour aller faire du fitness, mais il faut quand même deux escalators, sinon ça ne marche pas. Le gaspillage, mais chez nous, c'est pas mieux. Ça, c'est une vue que j'ai prise ici, à côté de Marseille, du port de Marseille, dans les petites rues qui sont pas loin, et vous voyez qu'on est sur, la finalité totale de la fenêtre architecturale qui maintenant accueille des climatiseurs. Ça, ce truc-là, c'est tous ces gros tuyaux, etc., c'est l'envers du petit clic que vous faites quand vous faites, comme tout le monde, une recherche Google. C'est un data center, ou plutôt le système de refroidissement d'un data center. Et de plus en plus, on a maintenant une délocalisation de nos consommations énergétiques. Le petit clic que vous faites paraît complètement innocent, l'utilisation de votre smartphone, etc. Mais il faut savoir que derrière, c'est les consommations énergétiques qui sont tout à fait considérables et qui sont en augmentation exponentielle assez inquiétante, avec ces problèmes de refroidissement qui font que même des très grosses sociétés comme Apple ou Google cherchent à s'installer le plus au nord possible pour avoir derrière récupéré un peu de fraîcheur. Certains projets sont au-delà du cercle polaire. Et puis ici, ça, si vous connaissez, c'est le métro de Paris, et à côté, ici, un des écrans vidéo publicitaires que vous rencontrez tous les jours si vous prenez le métro. Moi, j'habite du côté de Montpellier, et un jour, il y a quelques années, j'arrive et j'en vois un, comme ça. Et puis, ensuite, le coup suivant, 2, 3, 10, etc. Et c'est devenu maintenant d'une banalité totale. Et à Negawatt, on s'est dit, mais ça consomme combien, ce truc-là? On a regardé, on a fait un peu de calcul, on a essayé de regarder la plaque, l'identification, essayer de rechercher auprès du fabricant.
on est dans une consommation qui est de 7000 kWh par an et par appareil. Alors, pour vous donner une idée, une famille française, pour l'ensemble de ses usages électriques hors chauffage et eau chaude, c'est-à-dire tous les appareillages, les équipements, la bureautique, etc., consomme de l'ordre de 3000 kWh. Cet appareil-là consomme autant que deux familles françaises, et on a en même temps 8 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. En plus, cet appareil va évidemment vous revendre après derrière de la consommation énergétique, par exemple le vol très bas coût pour l'autre bout du monde. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui, et en même temps, on est sur, vous le savez, des questions d'une gravité extrême. Ici, ce graphique-là, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. On en a évidemment beaucoup parlé au travers de la COP21, mais quand on a un graphique ici qui remonte jusqu'à 400 000 ans, 600 000 ans, et on pourrait maintenant aller jusqu'à 800 000 ans, ça serait à peu près la même chose, on voit bien que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, en partie par million, n'a pas énormément évolué. Puis tout d'un coup, derrière, ici, à partir de la révolution industrielle, on a une augmentation qui est, sur cette échelle-là, quasi une droite. Et on est aujourd'hui, on n'est plus, il faut que je rectifie mon chiffre, on est à peu près ici à 400 maintenant, ppm. Alors, on va tout droit vers les 550, 600, et là, ça devient très inquiétant parce que les climatologues nous disent, attention, on est très très proche d'effets de seuil irréversibles, on pourra y revenir si vous le voulez. Et ça, c'est la courbe d'augmentation de la température pour l'hémisphère nord. Eh bien, sur ce même genre d'échelle, mais c'est ici simplement sur les 2000 dernières années, eh bien, on est également aussi sur une augmentation qui est très importante. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la France? Eh bien, ce petit graphique, là, je le trouve très, très significatif. C'est chaque petite France, c'est une année depuis 1900 en haut, et puis maintenant, donc, depuis la dernière, ça doit être 2014, je crois, c'est ça. Et la couleur est fonction de la température moyenne de l'année par rapport à l'ensemble de la moyenne depuis 1900. On voit très bien, si vous voulez, que le début du siècle a été marqué par beaucoup plus de froidure, et puis ici, progressivement, et sur ces 10 à 15 dernières années, on est sur des températures qui sont nettement plus hautes que la moyenne. Ça, c'est pour vous indiquer aussi la nature des modifications qui vont arriver à cause de l'impact du réchauffement. On est ici sur des évolutions de la végétation, et vous voyez que moi j'habite donc du côté de Montpellier, tout en bas, ici. On va, nous, garder notre climat méditerranéen de garrigue sèche, mais ce climat-là va s'étendre ici, particulièrement dans le sud-ouest de la France, qui est très, très visé, ici, et puis, bien sûr, sur une majeure partie du pays, des modifications de végétation qui vont être considérables. Un autre exemple, ici, sur ces modifications, c'est lié à l'augmentation du niveau de la mer. Parce qu'on a dit souvent dans la COP21, ok, il y aura une élévation du niveau de la mer de quelques centimètres selon les différents modèles. Alors les modèles sont ici, et vous avez une augmentation selon les modèles qui est entre, disons, 30 cm et 1 mètre, selon les modèles d'aujourd'hui. Mais il est clair que tous les indicateurs montrent qu'on est, nous, sur la tangente 1 mètre. Alors qu'est-ce que ça donne, 1 mètre? Voilà, ça c'est là aussi le littoral Camargue, ici, et puis on reconnaît le bassin de Thau, la région de Montpellier, l'ensemble des étangs, etc. On a maintenant des outils, y compris sur Internet. Ici, j'ai pris ça sur un site à partir de données de la NASA, qui reconstitue une cartographie simplement en disant, ben voilà, qu'est-ce que va donner une élévation d'1 mètre ou de 50 cm du niveau de la mer. Alors, on nous annonce 1 mètre, on est sur cette tangente de 1 mètre. 1 mètre, c'est ça. 1 mètre, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une modification de l'ensemble du trait de côte qui est absolument considérable sur l'ensemble de cette partie-là, qui est une des plus fragiles de l'Europe. On appelle ça un hotspot parmi l'ensemble des points qui sont les plus fragilisés. Évidemment, quand on regarde cette carte,
Et quand on voit ce qui va intervenir, on peut se dire, bon, c'est pas grave, on met des digues. D'accord, mais qui paye les digues? Qui les entretient? Et est-ce qu'on va mettre des digues jusqu'à l'Espagne? Parce que ça continue après, je n'ai pas fait là. Mais les étangs continuent et la problématique est la même jusqu'à Collioure, en gros. Et ainsi de suite. Et sur l'Espagne. Et voilà. Est-ce que. On voit aussi que vont être évidemment touchés des secteurs économiques. L'ostréiculture, n'en parlons plus là-dessus. Celle du bassin d'eau, évidemment les pêches, l'urbanisme. Qui va payer, si vous voulez, le fait qu'on va avoir maintenant ces modifications considérables? Alors en même temps, on est sur une problématique énergétique forte. Ici, j'ai repris une analyse qui a été faite par des géologues à la retraite venant de grands groupes pétroliers et qui nous montre bien, si vous voulez, qu'on est rentré maintenant dans un cycle depuis 80-85. 80-85, c'est souvent, sur beaucoup de choses, le point de bascule sur la biodiversité, sur pas mal de choses, y compris en termes pétroliers, sur la différence entre la découverte annuelle et la consommation. Et vous voyez ici, ce qui est en rouge en bas, c'est lorsque les consommations annuelles sont devenues plus importantes que les découvertes pétrolières de l'année. Alors, donc, on va là-dessus. Et le bas prix actuel du pétrole cache quand même derrière une diminution très nette de la ressource, en tout cas de la ressource facilement accessible. Alors, le pétrole et les énergies fossiles, c'est aussi évidemment des problèmes géopolitiques. Je ne m'étends pas, c'est assez bien connu. Voilà la carte, par exemple, de l'ensemble des ressources pétrolières de Daesh actuellement, ici. Et on peut faire, bien sûr, une analyse géopolitique énergétique de la plupart de ce qui se passe actuellement en termes de conflits dans le monde, que ce soit au niveau de l'Ukraine, que ce soit au niveau, évidemment, de tout ce qui se passe dans le Proche et le Moyen-Orient. Alors, on a aussi une problématique nucléaire qui est forte sur les risques. On connaît maintenant, on commence à appréhender le coût d'un accident nucléaire, y compris à 0 mort, hein, c'est-à-dire qui en quelque sorte gèlerait une zone de 10 ou 20 km autour d'une centrale. Les conséquences se chiffrent en plusieurs centaines de milliards d'euros sur certains documents et rapports, pas faits par des écologistes, faits par notamment l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire. Alors, on voit donc qu'on a un formidable problème, et puis en même temps, on a une augmentation qui est tout à fait considérable de la consommation d'énergie. Ici, sur ce graphique-là, donc, on voit très bien qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a une augmentation exponentielle, une vraie exponentielle de la consommation d'énergie, qui est un petit peu stoppée ici au niveau du premier choc pétrolier, puis du deuxième, mais à peine, quelque part. Et là, les fameuses 30 glorieuses se sont en fait assis, bien sûr, sur le pétrole et sur cette consommation-là. Alors, on retrouve évidemment le même genre de courbe pour les émissions de CO2, bien entendu, ici avec la partie charbonnière, dont vous voyez ici l'augmentation considérable ces dernières années, essentiellement liée à la croissance d'un certain nombre de pays émergents, la Chine bien entendu, la consommation de pétrole en croissance aussi, de gaz en croissance, etc. Alors face à ça, quel est l'enjeu réel, si vous voulez? Quel est l'enjeu? On a beaucoup parlé au niveau de la COP 21 des fameux engagements à plus de degrés, plus 1,5 degré, etc. etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est de ramener ça à la physique, c'est-à-dire, finalement, c'est un problème assez simple. On émet en permanence du CO2 par nos véhicules, dans la production d'électricité à partir de fuel, etc., etc. Et puis, ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Quelle est la quantité de CO2 maximale qu'on peut brûler, en quelque sorte, qu'on peut émettre par rapport à la limitation d'une température donnée? Eh bien, l'ensemble des scénarios, si vous voulez, du GIEC, et le dernier rapport du GIEC, si on l'analyse, nous montre que
pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est de l'ordre de 400 milliards de tonnes de CO2 qu'il faudrait émettre simplement. Émettre jusqu'à la fin des temps, hein, c'est-à-dire jusqu'à 2100 et au-delà, à partir d'aujourd'hui. Pour mémoire, on émet chaque année actuellement en CO2, là c'est uniquement le CO2, ce n'est pas l'ensemble de gaz à effet de serre, on émet de l'ordre de 35 à 40 milliards de tonnes de CO2. Donc si vous faites une petite division, ça veut dire 10 ans au rythme actuel, pour 1,5 degré. Et pour ça que l'objectif 1,5 degré, qui figure bien sûr dans l'accord de la COP 21, doit impérativement être associé à « OK, d'accord, c'est effectivement le bon objectif, mais comment fait-on » Et vous voyez l'ampleur du problème. Alors si maintenant on se dit c'est 2 degrés, simplement, eh bien c'est 1050 milliards de tonnes de CO2 qui est notre réserve éventuelle. C'est déjà pas beaucoup. Et puis après, derrière, pour 3 degrés, c'est, je ne lis pas très bien ici, 2350. Et ce qui est en gris, ici, c'est les réserves fossiles connues, réexprimées en CO2. C'est-à-dire qu'on a dans le sol actuellement de quoi émettre, si on va jusqu'au dernier kilo de pétrole, mètres cubes de gaz, etc., on est aux alentours des 6000, 5500, 6000 milliards de tonnes de CO2. Donc il y a, dans le sol, c'est un gros problème que je voudrais vous partager, parce que c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire qu'on est dans la situation actuellement où si on émet l'ensemble de ce qui est économiquement valorisé en termes de réserve dans les actifs de l'ensemble des entreprises, eh bien on fait sauter bien sûr le climat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra prendre des décisions qui sont non, l'émission n'est pas possible, ce qui renvoie évidemment à tous les problèmes de régulation. Mais l'enjeu, il est là, et il n'est plus maintenant dans le fameux peak oil, par exemple. Ce problème-là est complètement dépassé, à mon sens. Le vrai problème est ici. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, pour la France, on peut construire un scénario, une trajectoire, plus exactement, qui essaye d'être compatible avec le graphique que je viens de vous présenter? Alors, il a fallu déjà reconstituer l'énergie en France. C'est pas simple, c'est pas facile. Je pourrais passer presque une soirée, si vous le souhaitez, tout à l'heure, après le repas, là-dessus. C'est toute la chaîne énergétique en France. À gauche, tout à fait à gauche, vous avez les grandes énergies primaires, le pétrole, le gaz, etc. Les renouvelables, c'est des toutes petites flèches qui sont là. Et puis de l'autre côté ici, c'est tout au bout de la chaîne, ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie que vous mettez dans la cuve de fuel chez vous, dans votre réservoir de voiture, ou que vous achetez à un fournisseur d'électricité. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est que l'électricité, c'est là. Évidemment, plus c'est épais, et plus il y a de consommation. Eh bien, l'électricité, c'est 21% du problème. C'est, en France, 99% du débat. Mais c'est 21% du problème de transition énergétique. Le reste, c'est ici de la mobilité, ce qu'on consomme en termes de mobilité des personnes et des marchandises, le fret. Et puis en haut, c'est tous les besoins caloriques, chaleur essentiellement, mais aussi évidemment des besoins de froid, que ça soit individuel, enfin domestique, tertiaire, industriel, etc., etc. Donc là, on a ramené par l'usage. Et puis entre les deux, il y a tous les vecteurs énergétiques, la combinatoire, et on a publié ce graphique-là. Vous pouvez vous amuser à regarder qu'est-ce qui se passe pour alimenter, par exemple, un véhicule en gaz. Eh bien, on va partir, etc. On va suivre l'ensemble de ces chaînes. Il a fallu reconstituer tout ça. Et à partir de là, on a travaillé sur une démarche. Et on s'est dit, il faut, si on veut y arriver, il faut que, en matière de choix énergétique, eh bien, on puisse distinguer trois choses qui sont la sobriété, l'efficacité énergétique et les renouvelables. Les deux premières, la sobriété et l'efficacité, vont dans le sens de la réduction de la demande. C'est les fameux négawatts
dont Amory Lovins s'est fait, bien sûr, l'écho et le fondateur. On distingue, nous, et puis ensuite, après les renouvelables, là, on est dans le domaine de la production d'énergie. Donc les deux premiers, c'est la consommation, c'est-à-dire la demande, et puis les renouvelables, c'est sur l'offre et sur la production. Pourquoi on distingue sobriété et efficacité énergétique ? La sobriété pour nous, c'est, je le résumerai peut-être d'un mot, c'est l'intelligence de l'usage de l'énergie. Est-ce que, quelque part, on a vraiment besoin de... est-ce que j'ai vraiment besoin de me chauffer à 25 degrés au lieu de 23 ou 22 ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être tout seul dans ma voiture alors qu'il y a des possibilités pour, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer la nuit, tel et tel truc ? Il y a une réflexion qui renvoie à l'intelligence de l'usage. Et l'efficacité renvoie à l'intelligence de l'équipement, c'est-à-dire du rendement, et plus exactement des chaînes de rendement. On a des pertes de rendement, des pertes qui sont absolument considérables, qu'on voit d'ailleurs bien ici dans le tableau, c'est ce qui est en gris là, qui sort là-haut, qui vient essentiellement du système de production nucléaire. Un réacteur nucléaire, ça n'a que 33% de rendement au niveau de la centrale, c'est le second principe de thermodynamique. Et du coup, on a, il faut le savoir, de l'ordre de 900 milliards de kilowattheures par an qui vont dans la rivière, l'air, etc., pour faire fonctionner le système, qui sont intrinsèques en quelque sorte au système et qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas récupérés. 900 milliards de kilowattheures d'un côté, et de l'autre côté, tout le chauffage de tous les bâtiments de France, les logements domestiques, industriels, etc., c'est de l'ordre de 700 milliards. Vous voyez, on perd plus que ce qu'on a besoin en chaleur. Et puis, l'idée est de réduire évidemment par une politique de sobriété et d'efficacité la demande. En gros, à partir de 100 d'énergie, la plupart du temps, et après on l'a rechiffré ensuite et quantifié dans le scénario, on saurait faire la même chose de façon plus intelligente, évidemment en limitant les gaspillages. Il n'y aura plus de panneaux vidéo dans le scénario négawatt. Ou alors, il y en aura si les industriels savent nous faire des panneaux à 50 kWh par an, et non pas 7000. Eh bien, on sait à ce moment-là réduire de l'ordre de 60% et un peu plus la consommation d'énergie. Donc sur 100, si vous en avez 60 qui sont en quelque sorte produits, entre guillemets, par les négawatts, il ne reste plus que 40 à produire physiquement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a, dans un scénario qui fait appel aux renouvelables, il y a beaucoup moins d'éoliennes, il y a beaucoup moins de surfaces utilisées, il y a une meilleure adéquation entre le territoire et les renouvelables. Et pour nous, l'idée de base, au niveau des renouvelables, c'est finalement de se réconcilier avec le soleil. C'est-à-dire, c'est ce bon vieux soleil qui nous apporte à la fois l'énergie solaire, mais aussi l'éolien, par différence de masse chaude, la biomasse, etc. Et ce bon vieux soleil nous apporte à la fois l'énergie et la matière. Et toute l'idée de base derrière un tel scénario, c'est de se dire, revenons à ce formidable fournisseur d'énergie, à la fois pour la partie énergétique, et à la fois pour la matière aussi. Donc c'est un scénario qui va utiliser ce qu'on appelle des matières biosourcées le plus possible, essentiellement par exemple dans l'habitat notamment. Alors à partir de là, je ne vais pas détailler, mais on a fait un scénario sur lequel on a pris un certain nombre de points de départ qu'on peut contester, mais qui sont par exemple pas un certain réalisme technologique. On n'est pas parti en se disant en 2030 on arrivera bien à, ou en 2100 on fera la fusion. Voilà. Non, on est parti finalement de l'ensemble des technologies qu'on connaît aujourd'hui, matures, au niveau industriel ou pré-industriel. C'est-à-dire à partir du moment, par exemple sur l'éolien offshore en mer, eh bien on l'a retenu qu'à partir du moment où on a maintenant des résultats de rendement sur une dizaine d'opérations dans le monde, etc., etc. Et puis on a pris l'ensemble des rapports, des documents, pour arriver à constituer quelque chose où on a retravaillé, si vous voulez, poste par poste, tous les usages. Et puis après, les acteurs, etc. Donc c'est quelque chose un petit peu compliqué. En gros, c'est les tableurs
de l'ordre d'1 ou 2 millions de cellules, hein, c'est du lourd quand même derrière. Et pour vous donner une idée par exemple sur l'usage, lorsqu'on a regardé l'usage famille, eh bien on a redécomposé l'énergie au niveau d'une famille, à partir des statistiques, de ce qu'on connaît, des mesures, etc., sur une trentaine de postes. Le lave-linge, la télévision, etc. Et à chaque fois, on a regardé quels étaient les produits les plus performants aujourd'hui et intégré en quelque sorte une incorporation progressive dans le parc. Évidemment, pas du jour au lendemain. Voilà comment on a travaillé en fait. Et puis après, derrière, on agrège l'ensemble des consommations, ça nous donne à ce moment-là de demande, et puis de l'autre côté, on met en place une montée de l'ensemble des renouvelables. Alors, lorsqu'on fait une formation autour de ce scénario, il faut 2 jours. Donc je ne vais pas vous demander de rester 2 jours ici. Je vais simplement focaliser sur un certain nombre de points qui nous semblent les plus importants au niveau de ce scénario, en passant assez vite. Un des points les plus importants concerne le résidentiel et tertiaire, où on sait faire aujourd'hui maintenant. Il y a eu une vraie révolution silencieuse, si vous voulez, dans le domaine du bâtiment. Alors, si je regarde d'abord le neuf, c'est-à-dire à droite ici, un bâtiment conventionnel, si vous voulez, même en basse consommation ici, eh bien, il consomme déjà pas mal, y compris la partie grise qu'on appelle l'énergie du même nom, l'énergie grise, c'est-à-dire finalement la consommation d'énergie qui est nécessaire pour réaliser le bâtiment. L'énergie qui est nécessaire pour fabriquer le ciment, pour fabriquer les briques, etc., etc. Et vous voyez que c'est assez important finalement, c'est évidemment de plus en plus important si le bâtiment est à basse consommation, cette fois-ci sur l'exploitation. Alors on sait faire maintenant des bâtiments passifs, des bâtiments qui utilisent un bâtiment passif, il n'a pratiquement plus de chauffage. On sait faire des bâtiments dits à énergie positive, c'est-à-dire qui vont produire aussi l'énergie, photovoltaïque ou autre. Et puis on sait faire ce genre de bâtiment ici, sur lequel il y a une réduction forte de l'énergie grise et une réduction extrêmement forte de la partie de chauffage, et puis un vrai travail sur les équipements. Et vous voyez que par rapport à l'existant, la première colonne qui est là, le bâtiment un peu classique, il est aux alentours de 300 à 400 kWh par mètre carré. On sait réduire ça à quasi zéro en bilan. Et là, je vous raconte pas je vous raconte des choses qui existent aujourd'hui. Moi, je travaille dans une société qui travaille sur ces domaines-là de ce qu'on appelle la simulation en matière de bâtiments. On vient de construire notre siège, 500 mètres carrés, ossature bois, isolation paille, avec des techniques de fabrication quasi industrielle, au millimètre. On s'arrive à faire l'ossature bois maintenant avec des précisions absolument formidables, très bonne étanchéité des fenêtres. Et on est sur un projet sur lequel on vise ce qu'on pourrait appeler l'énergie positive intégrale, c'est-à-dire une production d'énergie, il y a du photovoltaïque en toiture, qui va être du même niveau que toutes les consommations d'énergie du bâtiment, éclairage, ordinateur, chauffage, un peu de climatisation aussi, on est dans le sud, c'est pas si évident que ça des fois, toute l'énergie grise nécessaire au bâtiment, mais là on a limité, parce qu'à partir du moment où vous avez de l'ossature bois ou des matériaux biosourcés, c'est évidemment plus facile, et puis une bonne partie de l'équivalent énergétique de la mobilité, du transport des personnes qui vont sur le bâtiment, ce qui nous oblige aussi à réfléchir sur ce plan-là. Donc tout ça arrive, et on sait faire aussi, en matière de bâtiments existants, là aussi une division de l'ordre de 3 à peu près des consommations, notamment sur le chauffage. En matière de consommation électrique, on est de l'ordre d'un facteur 2 possible, y compris en tenant compte de nouvelles consommations électriques qui vont venir, qui pouvaient se douter, par exemple, il y a encore quelques années, que chacun d'entre nous, ou presque, aurait un boîtier Internet à la maison, par exemple. Donc ce genre de consommation va se développer. Ça fait des consommations supplémentaires, mais il y a aussi des gains qui sont assez considérables. Et à la fois en résidentiel et en tertiaire, on a une division par 2 de nos consommations qui est possible.
ici, en cumulant l'ensemble de ce travail-là. En matière de mobilité, notamment des personnes, mais c'est un peu la même chose sur le fret, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et on a cherché pendant longtemps comment faire. C'est pas facile. Alors la réponse, on va dire, c'est plus de transport collectif. Ok. Mais plus de transport collectif a tout de suite des limitations. On a un développement très fortement périurbain, extrêmement diversifié, assez étalé. Et là, vous ne mettez plus de transport collectif de proximité, ça ne marche plus. Il faut, d'autre part, le véhicule électrique a aussi ses limites, qui sont des limites en matière de recharge, d'autonomie, etc. Et donc, notre position est beaucoup plus pour dire il faut, en ville, passer à véritablement d'autres types de véhicules, vraiment se poser le problème, est-ce que c'est logique qu'un véhicule aujourd'hui en ville pèse 1500 kg pour transporter quelqu'un qui en fait 60 ou 70. Vous voyez si on pose le problème comme ça, on se dit qu'on est en train d'utiliser finalement un outil totalement surdimensionné par rapport à l'usage. Donc, derrière, il y a plein de projets très intéressants sur des petits véhicules de 100 kg, 300 kg, équivalent d'un litre au 100, etc., etc., très adaptés à l'urbain et au périurbain. Mais ça ne suffit pas. Et le travail qu'on a fait, alors je ne développe pas, mais on a fait un gros travail d'analyse de la mobilité, d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on va, pourquoi, etc. Il y a une grosse matrice en quelque sorte de tout ça, montre bien qu'on est dans une France à 36 000 communes et qu'il y a énormément de déplacements de petite ville à petite ville, ou de 20-30 km, sur lequel le transport collectif, ça ne marchera pas. Ou alors un autre type de transport collectif, c'est-à-dire il faut réinventer la diligence. La diligence, elle prenait les gens presque chez eux, elle transportait en même temps des paquets, du fret. Voilà, on ne peut pas avoir des bus, style Macron, qui transportent simplement que quelques personnes durant la journée, même si le matin, avec des scolaires, ils sont pleins. Ce n'est pas le même équipement qui doit être utilisé. Et donc, une des idées est de dire, passons au gaz. Alors, vous allez me dire, le gaz, oui, le gaz, mais c'est du gaz fossile, ça ne marche pas. Non, on peut faire du gaz avec plusieurs techniques, j'en parlais après tout à l'heure, d'origine renouvelable, avec plusieurs grandes filières, deux grandes filières principalement. Et on sait faire du véhicule au gaz. Vous avez à peu près 1 million d'Italiens qui circulent au gaz. Vous avez les pays entiers, Pakistan, etc. Donc les technologies sont complètement matures et le basculement vers le gaz est tout à fait possible, y compris pour les véhicules utilitaires, y compris pour les camions. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il faut résoudre le problème des fret et des camions. Et puis, on a travaillé aussi sur la partie de l'alimentation et l'agriculture, le territoire. Alors ça, on ne l'a pas fait nous, ça a été fait par une autre équipe avec laquelle on a véritablement travaillé en symbiose, une équipe qui s'appelle Solagro, qui a bâti un autre scénario qui s'appelle After 2050. Et on a vraiment couplé les deux scénarios, c'est-à-dire que les entrées de l'un sont les sorties de l'autre, réciproquement, notamment sur les problèmes de territoire. Parce que dans notre scénario, l'isolation des bâtiments, on ne va pas le faire avec du pétrole, c'est-à-dire du polyéthylène, par exemple, ou toutes sortes de matériaux d'origine pétrolière. On le fait à partir de matériaux biosourcés, et maintenant, depuis beaucoup d'années, les matériaux comme la paille, comme le chanvre, etc., font l'objet de normes techniques. Tout ça est maintenant très très bien... peut être absolument incorporé dans le bâtiment. C'est évidemment ce qu'on va choisir. Toujours est-il qu'il faut avoir la matière première. Et si on fait venir la matière première de très loin, évidemment, on a tout perdu. Donc, il y a un gros problème qui se pose, si vous voulez, de territoire, de surface. Comment partager notre territoire? D'autant plus que l'INSEE nous dit, attention, en 2050, vous serez l'ordre de 72 millions, je crois que c'est ce qu'on a retenu à peu près, dans la trajectoire moyenne de l'INSEE. Donc, d'ici 2050, il va falloir accueillir, on est 66 millions, vous le savez, de l'ordre de 6 à même un peu plus millions de personnes. C'est considérable. En gros, ça veut dire
trouver les moyens d'accueillir l'équivalent d'une nouvelle région comme Languedoc-Roussillon et les Pyrénées, 6 millions de personnes, à loger, nourrir, déplacer, etc., sur la même surface. Parce qu'on ne va pas commencer à envahir de nouveau les pays étrangers. Voilà. Donc, il faut et évidemment, un des problèmes d'un scénario comme celui-là, c'est de tenir compte de l'augmentation de la population. C'est ce qui est un vrai souci. Non. Alors, ce scénario-là, il a beaucoup travaillé sur la partie biomasse, la valorisation des sous-produits. Il y a très peu de biocarburants au sens actuel. C'est plutôt des biocarburants dits de troisième génération ici. Et puis, également aussi à travailler sur le développement d'un vecteur biogaz. Et je crois qu'on a été assez tôt parmi les premiers à véritablement dire là, il y a quelque chose d'intéressant. Et un de nos espoirs, c'est de voir maintenant une grande compagnie comme GRDF véritablement investir cette problématique de biogaz, redevenir des producteurs de biogaz alors qu'avant, finalement, ils n'étaient que des transporteurs de gaz. Alors on a aussi travaillé sur la fameuse sortie du nucléaire, ce qui est évidemment une grande partie du débat français, à juste titre, sauf qu'il occulte un peu le reste, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a fait un travail, une analyse assez fine, qui est ici, là, cette petite mosaïque, ce tableau pointilliste. Chaque petit point, c'est un réacteur nucléaire français. La hauteur, c'est la production d'énergie. Et on voit bien, si vous voulez, on démarre dans les années 90 à peu près, ici, et on voit bien à quelle vitesse le programme nucléaire français a été fait, avec de l'ordre de 3 à 4 réacteurs supplémentaires chaque année. Donc une montée extrêmement rapide, si vous voulez. Et donc du coup, bien sûr, si on se dit ces réacteurs ont une durée de vie de 30 à 40 ans, parce que là aussi c'est de la physique, hein, il y a quand même des cuves qui sont bombardées en permanence par de la radioactivité, eh bien à ce moment-là, on a de l'autre côté ce qu'on appelle un effet de falaise, c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer tout ça à peu près au même moment ou de façon assez courte. Et là, on est face à un très grand choix qui, en gros, je le résume en disant stop ou encore. En gros. Le problème de encore, c'est qu'on ne connaît pas véritablement bien le chiffrage. On est en gros entre 55 et 100 milliards d'euros sur le encore pour de l'ordre de 20 ans supplémentaires. Et puis au bout de 20 ans, il faudra tout changer. Parce que là on arrivera à des problématiques de cuves. Regardez un peu, si vous suivez l'actualité, les problèmes extrêmement graves qu'ont actuellement les Belges sur 2 des cuves des réacteurs, sur lesquels il y a ce qu'on a appelé pendant un moment des micro-fissures, jusqu'à s'apercevoir que les plus grosses de ces micro-fissures faisaient à peu près 10 à 15 cm, et chaque cuve a de l'ordre de, enfin sur certaines, plusieurs milliers de ces micro-fissures. Alors là aussi, on y va, on continue ou pas? Donc les Belges en ce moment sont véritablement sur ce questionnement-là. Très difficile, parce que c'est extrêmement difficile de dire on arrête un réacteur. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même produire l'énergie derrière, donc l'importer ou ouvrir d'autres centrales. Et on est face à cette problématique-là actuellement. Nous, on dit à Négawatt, pas de réacteur au-delà de 40 ans. Ce qui évite, si vous voulez, de repartir sur ces 100 milliards d'investissements. Et alors évidemment, la difficulté, c'est d'arriver à effectuer cette transition dans le délai imparti. Là, il y a une sorte de courbe de vitesse, il y a un problème temporel, de nouveau, qu'on retrouve aussi au niveau du CO2. En fait, la partie temporelle et vitesse, si vous voulez, de modification et de trajectoire est quelque chose de tout à fait important. Alors, ça, le schéma est un petit peu compliqué, c'est simplement pour vous dire que une des grandes questions qui se posent en matière de renouvelables, c'est de dire, oui, ok, vous êtes bien gentil à Négawatt, mais la nuit, il n'y a pas de soleil. Et puis quand il n'y a pas de vent, comment vous faites, etc., etc. Et donc, il faut derrière des moyens de stockage. Et une des clés possibles, selon nous, qui commence à se développer de plus en plus, c'est de faire une réflexion, de réfléchir en disant, mais attention, on n'a pas en France un réseau de distribution d'énergie. On en a 2, voire même un peu plus. On a le réseau électrique, celui qui est bien visible, mais on a aussi le réseau de gaz. Et le réseau de gaz, il alimente 72% des Français sur les centres de consommation les plus importants.
Et il a également quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il a des possibilités de stockage double. D'une part, dans le réseau du stockage dynamique, vous avez à peu près 100 milliards de kilowattheures qui se baladent en équivalent énergétique dans le réseau. Et puis il y a également aussi du stockage souterrain. Et GDF, depuis très très longtemps, depuis des décennies, stocke dans des cavités salines, dans des nappes phréatiques, du gaz acheté l'été moins cher pour l'hiver. Et donc il y a de très grosses possibilités de stockage de gaz dans le réseau actuel, en utilisant au mieux les investissements. Après, derrière, l'idée de dire comment faire du gaz. Alors là, on a deux solutions. Soit, évidemment, on va l'acheter, on continue à l'acheter au Qatar ou à ce charmant monsieur Poutine. Mais l'autre possibilité, c'est de se dire, est-ce qu'à partir des renouvelables, on ne peut pas faire du biogaz? Et là, on a deux grandes filières. Il y a la filière biologique, c'est-à-dire la méthanisation, etc., etc. Et puis, il y a une autre filière qui commence à se dessiner, qui est la suivante. Lorsqu'on commence à travailler sur un scénario renouvelable, avec de la production électrique, on a assez vite trop de puissance. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, etc. Et donc, on va mettre des équipements relativement surpuissants. C'est ce qui arrive en ce moment à l'Allemagne, notamment, où on peut avoir, dans certains cas, certains samedis ou dimanches ensoleillés, l'Allemagne a de l'ordre de 50 à 60% de sa production qui vient des renouvelables. Certains pays, c'est encore plus actuellement. Et donc, très vite, vers 2030, 2035 dans le scénario, on a trop de renouvelables. C'est-à-dire, en gros, on a des éoliennes qui ne servent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, une des idées les plus astucieuses est de dire, on refait avec de l'électrolyse, on va refaire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on a deux possibilités. Soit on est en utilisation directe, éventuellement d'ailleurs dans le réseau de gaz qui l'accepte tout à fait jusqu'à peu près 9%, soit avec du CO2 issu de process, qui peuvent être d'ailleurs des process utilisant les renouvelables, biomasse, eh bien on va refaire du méthane, la molécule de CH4, qui est exactement la même que celle qu'on achète à ceux dont je parlais tout à l'heure. Physiquement, c'est exactement la même molécule, c'est les mêmes, etc. Et donc on peut faire comme ça du méthane de synthèse. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on fait du méthane, eh bien à ce moment-là, on a une solution de stockage et de multi-usage sur la chaleur, bien sûr, le gaz, la molécule de gaz, la chaudière, etc., sur la mobilité au gaz, dont je parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci d'origine renouvelable, et puis sur l'électricité, parce qu'avec du gaz et des centrales gaz cyclo-combinées au rendement, on peut réguler le système électrique et produire l'électricité quand on est en manque par ailleurs. Donc, pour résumer, ce tableau un petit peu compliqué, l'idée est de dire, essayons de travailler avec deux réseaux, l'électron d'un côté et la molécule de l'autre. Et puis, il faut évidemment que les deux... Après, d'ailleurs, c'est un problème de régulation, c'est un problème économique, c'est un problème qui dépasse un tout petit peu les pauvres ingénieurs, à un moment donné, qui se disent, ben là, il y a une solution, pourquoi on ne le fait pas voilà. Il va falloir faire travailler les deux. Ça veut dire que politiquement, la gouvernance des réseaux et leur bonne gestion est quelque chose d'absolument essentiel dans la transition énergétique. Alors, on a aussi travaillé, heure par heure, à reconstituer le système électrique français pour voir si tout ça tournait. C'est le schéma qu'on voit ici. À gauche, on a 3 journées actuelles, et puis là, c'est les mêmes 3 journées en 2050. C'est plus compliqué, c'est plus difficile à gérer parce qu'évidemment, il y a une biodiversité, une diversité d'éléments de production énergétique qui sont assez importants, mais ça tourne sans que le réseau s'effondre. Et ces intuitions-là sont maintenant bien corrélées aussi par un rapport qui a fait pas mal de bruit, celui de l'ADEME, 100% renouvelable, qui a travaillé un peu plus encore en profondeur que nous sur une dimension régionale. Là, on était sur une dimension nationale. Alors, pour presque terminer, je vais vous montrer quelques points pour que vous compreniez bien. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ici de façon un peu plus simplifiée. Et puis, à la sortie du scénario, évidemment, on a fait l'analyse année par année. À la sortie du scénario, on a ce système-là. Autrement dit, s'il y a une quasi-disparition
de tout ce qui est fossile-fissile, qu'on voit ici en haut et à droite, au profit des renouvelables. Et puis ici, une division à peu près par deux de la partie demande, si vous voulez. Et donc la condition sine qua non d'arriver au 100% renouvelable, c'est aussi de diviser par deux la consommation énergétique. Et là, je dirais, ça tombe bien, pas tout à fait le coup de bol, mais c'est dans l'article 1er de la loi de transition énergétique, où effectivement, c'est bien l'objectif 2050 qui est fixé au bout de quelques mois de discussions, de débats, etc. Je vois Dominique Dron ici qui sourit, parce qu'on a participé à cet exercice-là ensemble. Eh bien, il y a maintenant, en quelque sorte, il y a eu une espèce d'accord politique quand même pour dire oui, ok, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Cela étant, maintenant, il faut le mettre en musique, bien sûr. Je vais quitter ici ça une toute petite seconde pour vous montrer le bilan en termes d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie initiale, le gaz, le pétrole, etc., etc. On a fait... Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est des schémas que vous pourrez retrouver sur notre site, negawatt.org, qui essaye d'expliquer, si vous voulez, l'ensemble de ce scénario. Et on a fait en fait deux scénarios. Un scénario tendanciel, qui suit en quelque sorte les politiques actuelles, et puis le scénario négawatt. Ça, c'est le scénario tendanciel, sur lequel, en gros, pour simplifier, on a à la fois l'augmentation de la population et en même temps des efforts d'efficacité énergétique, si bien que les deux se compensent, et on a une poursuite et une légère augmentation ici des renouvelables. En violet, c'est le nucléaire, en supposant qu'on est sur le même niveau de production qu'aujourd'hui. Là, en jaune, c'est le gaz, en rouge, c'est le pétrole, et le charbon ici, qui est utilisé en France maintenant pratiquement un peu pour des besoins de chaleur, mais aussi pour des process carbochimiques, etc. Et le scénario négawatt est là. Alors, en haut, on est au même niveau, vous voyez, c'est la même courbe, c'est-à-dire qu'en gros, on est vers les 3000 milliards de kilowattheures, 3000 térawattheures, toute énergie confondue. Mais il y a une partie qui est substituée, si vous voulez, par cet effort de sobriété énergétique. Ça correspond à peu près à 15% du problème, ici. Donc ça veut dire que si on fait ces efforts de sobriété, on n'a plus que ça à fournir. Ensuite, après, il y a le travail sur l'efficacité à la consommation, c'est-à-dire à l'utilisation finale, le rendement des appareillages chez vous, etc., etc., qui correspond à ça. Et on a aussi l'efficacité sur le système de production énergétique, les 900 milliards de kilowattheures de pertes dont je parlais tout à l'heure. À partir de là, cet effort-là étant fait, cette production de mégawatts en quelque sorte étant effectuée, on n'a plus que ça à produire. Et la production se fait progressivement par les renouvelables, avec en pincement ici le nucléaire et sur une fin ici, une sortie vers 2035. C'était en 2011 qu'on a fait l'exercice. Voilà. En jaune, c'est le gaz, en rouge, donc le pétrole. Et vous voyez qu'on est là sur une diminution quasi complète du pétrole. C'est intéressant. On choisit, en fait, si vous voulez, le gaz comme énergie secondaire après les renouvelables. Si on n'a pas assez de renouvelables, on achète du gaz. En gros, c'est ça le principe, si vous voulez. Ça s'appelle, un terme un petit peu technique, une variable d'ajustement. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si on n'avait pas à avoir besoin de trop de gaz, et donc avec aussi des émissions de CO2 importantes. Alors, si j'enlève le nucléaire, ici, et puis le pétrole et le charbon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe uniquement avec les renouvelables et le gaz fossile, pas le gaz renouvelable. Le gaz renouvelable est dans le vert, ici, bien sûr. Et on s'aperçoit que sur un scénario comme celui-là, on arrive à maintenir à peu près le gaz à un niveau constant par rapport à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux alentours de 500
milliards de kilowattheures. 500 TWh, c'est la courbe qui est ici. Ça veut dire quoi? Et jusqu'à 2035, et puis après derrière ça descend. L'augmentation ensuite des renouvelables au-delà de 2035 arrive derrière à limiter le gaz en question. C'est intéressant parce que ça veut dire que du côté des importations, on est sur le même niveau qu'aujourd'hui sur la partie gaz. Et c'est la partie pétrole qui est effacée, évidemment, plus rapidement. En même temps, il n'y a pas d'explosion du gaz. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une sorte de transfert qui se fait entre le gaz qui va être utilisé actuellement, je sais pas, pour nos chaudières, pour se chauffer, mais si on isole mieux, on a moins besoin. Et si on fait de la substitution énergétique par des réseaux de chaleur, etc., on diminue considérablement l'utilisation du gaz à condition de lancer un grand programme de rénovation énergétique des bâtiments. Sinon, ça ne marche pas. Et l'économie ainsi réalisée en gaz permet, à niveau à peu près constant, de réutiliser ce gaz-là pour d'autres usages qui vont être ceux de la mobilité, qui vont être ceux de la gestion du système électrique, etc., le temps que les renouvelables montent en puissance. Et les renouvelables montent en puissance comme ceci. En gros, c'est à peu près une multiplication. On est ici à 300 TWh de cet ordre-là, tout renouvelable confondu, c'est essentiellement du bois de feu, hein, beaucoup de bois là-dedans. Et puis on monte ici, vous le voyez, à 900. Donc c'est une multiplication par 3, en gros, ce scénario, simplement par 3, c'est quand même pas énorme, des renouvelables d'aujourd'hui. Qu'on retrouve sur l'éolien, par exemple, on passe de 5000 mâts, aujourd'hui on a déjà 5000 mâts, 5500 mâts à peu près 15 000. Pas non plus quelque chose de délirant par rapport à l'objectif. Alors, pour terminer, oui, ça c'est important, c'est évidemment le résultat en matière de CO2. En matière de CO2, on est sur un facteur 16, si vous voulez, sur la totalité. C'est pratiquement une je ne sais jamais comment il faut dire, décarbonisation, je crois. Décarbonatation, c'est autre chose. Donc on est sur une quasi-décarbonisation du système énergétique français. Attention, il reste encore après des gaz à effet de serre, d'autres sur lesquels c'est plus difficile. On l'a bien vu d'ailleurs dans le cadre du débat sur l'énergie, sur lequel les autres gaz à effet de serre, les oxydes nitreux, le méthane, eh bien là on a le méthane, eh bien, il est produit par les ruminants et on ne va pas assassiner quand même tous nos bestiaux. Donc c'est déjà les volailles. Voilà. Donc là on a des limites. Les rizières vont produire du méthane, etc., etc. Et donc c'est plus difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être au niveau d'un facteur 4, qui est la barre qui est ici, eh bien il faut être à un niveau pratiquement de l'ordre de 15 sur le CO2. Parce qu'après, derrière, quand on va comptabiliser les autres gaz à effet de serre, on ne sera plus que sur un niveau, ici dans le scénario négawatt, de l'ordre de 6, de l'ordre de 4 dans le scénario ADEME. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez 4 scénarios qui ont été analysés au moment du débat, et il y a eu une grande bagarre, si vous voulez, parce qu'on a montré à un moment donné qu'il y avait un certain nombre de scénarios qui ne respectaient pas le facteur 4, qui est quand même une obligation légale, hein, qui a été inscrite par 3 fois dans la loi POP, Grenelle, et puis maintenant la loi d'orientation sur l'énergie. Et ce facteur 4 ne suffira pas, en plus. On sait maintenant, pour respecter les 400 milliards de tonnes, vous savez, l'objectif 1,5 degré, il faudrait plutôt être du côté du facteur 5, maintenant, facteur 5, 5,5. Voilà. Alors, quelques mots pour terminer sur les aspects économiques de cette affaire-là, puisque on n'a pas, nous, travaillé directement sur l'économie. Donc, je vais faire vite. De toute façon, après, derrière, on a tout ça, vous le retrouvez sur notre site, et notamment l'aspect emploi dont je vais parler là très rapidement, est tout à fait étayé dans certains documents. Donc, on a fait une analyse emploi avec le CIRED CNRS, et on montre un effet positif sur l'emploi. Alors, pourquoi l'effet positif? Parce que, ici, vous avez des indicateurs d'emploi, de nombre d'emplois par million d'euros d'activité.
Et on voit bien que c'est dans les secteurs, par exemple, du bâtiment, du solaire, du transport ferroviaire, de l'éolien, etc., qu'on a plus d'emplois que la moyenne qui est en noir ici. Et dans électricité, gaz, raffinage de pétrole, etc., finalement, c'est très peu intensif en emploi, c'est beaucoup intensif en capital, mais peu en emploi. Et donc, du coup, il y a une sorte de glissement qui s'opère par la transition vers un peu plus d'emploi. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et on a fait une analyse, secteur par secteur, qui montre, si vous voulez, que l'effet est positif, mais attention, il y a de la création d'emplois et la destruction d'emplois. Autrement dit, on a actuellement, vous le savez, en région parisienne, on a de l'ordre de 1,5 million de mètres carrés de bureaux vides. Est-ce qu'on va encore faire des mètres carrés de bureaux? Non. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est transformer ces mètres carrés de bureaux dans d'autres types, éventuellement, d'usages ou autres. Enfin, voilà. Et donc, c'est vers la rénovation énergétique que vont glisser les emplois de demain. Ce qui veut dire énormément de choses en termes d'industrie, de formation, etc. Et on montre bien, si vous voulez, que la transition énergétique permet de substituer des emplois pour éviter que des secteurs s'effondrent. C'est le cas aussi du transport. Le transport, il y a un petit peu moins d'emplois qu'aujourd'hui, entre comparaison de scénarios. Il y en a évidemment plus dans les renouvelables. Et la bonne nouvelle, qui est assez intéressante sur les renouvelables, c'est que là, il y a création d'un vrai secteur producteur d'emplois de longue durée. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans la maintenance, dans l'entretien, notamment sur tout ce qui est biomasse, etc. Et donc, ce n'est pas des bulles d'emploi. On a poursuivi ensuite, c'est pas publié, on a poursuivi jusqu'à 2050, et on est à peu près sur 600 000, 700 000 emplois dans l'ensemble de ces secteurs-là, jusqu'à cette période-là. Il y a évidemment moins d'emplois dans les énergies hors renouvelables, et le bilan global est là, vous avez du plus, du moins, etc. Ce qui est assez intéressant quand même aussi, c'est qu'on arrive assez bien à montrer un effet induit macro, en quelque sorte, sur l'emploi. Tout simplement parce qu'actuellement, eh bien, on achète de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros d'énergie fossile, un petit peu moins maintenant parce que le pétrole est plus bas, mais on est à peu près à 50 milliards d'énergie fossile par an. Évidemment, cette valeur-là est diminuée, et donc du coup, on est, en faisant une supposition que cette valeur-là soit réinjectée dans l'économie, évidemment, on a un effet qui est positif derrière sur l'emploi au niveau de l'économie, même sans dire on va recibler cette économie-là sur des emplois. Non, on les recycle pour l'instant globalement dans l'économie. Alors, on a fait aussi un travail avec l'Office français des conjectures économiques, l'OFCE, autour de ce scénario, et avec l'ADEME, sur quelques effets macroéconomiques. Parce que là, on nous a dit, d'accord, c'est bien votre scénario, mais qu'est-ce que ça donne sur des modèles macroéconomiques? Et donc, un des modèles a été utilisé ici pour le modèle SRIMI, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne derrière. Et deux résultats, on a, c'est concomitant à l'étude précédente, on a un taux de chômage qui diminue de l'ordre de 2 points à peu près liés aux éléments de transition énergétique. On a aussi... La courbe de version du chômage. Pardon ? Oui, c'est la courbe qu'aimerait avoir notre président, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il faut être candidat en 2030, c'est ça. Alors par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui nous ont dit, oui d'accord, mais avec votre scénario, la France, le PIB va s'effondrer, etc., etc. C'est des scénarios de décroissance. Bon, on s'est dit, regardons qu'est-ce que ça donne, même sans analyser, c'est-à-dire sans critique du PIB, en prenant finalement le PIB dans sa définition actuelle. Voilà, évidemment, c'est évidemment largement contestable. Mais même avec ça, on a une augmentation comparative, hein, ça c'est en comparaison par rapport au scénario de référence, de l'ordre de 4 points de PIB sur la période jusqu'à à peu près 2030, c'est ça, hein, oui, 2030. Ici, tout simplement parce que derrière, on crée du PIB. Les éoliennes, de l'investissement en quelque sorte qui est fait. C'est aussi un scénario industriel, hein, je pourrais développer assez longuement. C'est un scénario
à la fois écologique et aussi industriel. Donc tout ceci est créateur de PIB jusqu'à... et alors par contre, c'est intéressant, c'est que ça ne s'effondre pas après. C'est-à-dire on a effectivement ce maintien parce qu'il y a aussi des métiers de la régulation, de l'usage, de l'exploitation, etc., qui vont derrière générer évidemment du produit industriel brut. Et puis pour terminer, Dominique, tu vas reconnaître ces chiffres-là, puisqu'on les a un peu travaillés ensemble, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Ici, ce petit tableau est sur une analyse qu'on a tenté de faire. Hein. Je crois qu'il faut qu'on soit assez modeste par rapport à ça, je ne sais pas si tu en es d'accord. Mais au moins, ça donne quelques idées. 4 scénarios très différents. Un ici très nucléaire, là un peu plus diversifié en quelque sorte sur les énergies. Celui-là, c'est celui l'ADEME pour efficacité, et c'est 1 mégawatt, et ici, il a été appelé à l'époque sobriété. Voilà. Et donc, ceci, c'est les investissements, si vous voulez, en matière énergétique. Alors aujourd'hui, on est déjà aux alentours de 40 milliards d'investissements par an sur l'énergie. C'est, par exemple, les investissements qui sont faits dans le bâtiment ou chez vous en logement, isolation, etc., etc. La transition énergétique, vous le voyez, porte à peu près 50 à 70 milliards par an. Ici, 65 milliards par an. Ce niveau-là. Attention, ce n'est pas un coût, c'est l'investissement, hein, c'est ça qui est important.